Pandémie. Une semaine plus tard, dans le train qui les conduisait sur la côte vendéenne, Pauline sursauta brusquement. « Ah ! Et s'il y avait aussi des occupants dans la maison ?» Anita sourit. « Franchement, je demande à voir. Tu vas découvrir un coffre fort. Les grands-parents de Mathieu ont fait installer un système de sécurité digne d'une banque. Alors, on verra bien, mais ça ne me stresse pas trop. » Sur place, elles louèrent une voiture pour un minimum d'autonomie. La maison des grands-parents de Mathieu se dressait à quelques kilomètres de la mer. Elle n'avait plus grande valeur, car avec la montée des eaux, elle appartiendrait bientôt aux prochaines maisons submergées, comme tant d'autres avant elle. Érigée dans les années 80, subtilement retirée pour bénéficier d'un accès facile au littoral, elle ne souffrait pas des arrivées massives estivales. 50 ans plus tard, l'avancée de l'océan a totalement redessiné la carte du pays, rayant la plupart des villes côtières autrefois si plaisantes. Malgré les renforts des digues, le maçonnage des remparts, les inondations destructrices ont eu raison des compagnies d'assurance et provoqué la désertion des habitants, autorisant finalement les eaux à se réapproprier l'espace. Le relogement de ces sinistrés climatiques concernait l'intégralité des côtes françaises et les abords des fleuves. Par conséquent, plusieurs centaines de milliers de personnes n'avaient d'autre choix que de partir à la recherche d'un territoire. Cette quête de terre s'avérait insoluble. Après avoir misé leur fortune dans leur habitation côtière, subissant le traumatisme du préjudice, il fallait repartir de zéro ailleurs, et ces naufragés devaient encore essuyer le refoulement de leurs compatriotes mieux lotis. L'État, en quasi-cessation de paiement, se trouvait confronté au dilemme de ces gens qui réclamaient logement et réparation. Mais réparation de quoi ? L'État n'était pas responsable, pas plus qu'eux-mêmes. Ces infortunés revendiquaient aussi des terres. Mais à qui les prendre ? Il n'y avait quasiment plus de forêt en France. Les terres agricoles fournissaient difficilement de quoi nourrir la population. Les dernières sécheresses l'avaient démontré. Et il était hors de question de toucher aux terres réservées à la production du pétrole vert, l'éthanol, qui faisait en partie rouler le pays. Le grondement sourd de la colère des citoyens croissait à tous les niveaux. Bientôt, elles arrivèrent devant les hautes grilles finement ciselées ceinturant la propriété. Un petit boîtier au portail gérait une alarme. Celle-ci déconnectée, une deuxième était dissimulée près de l'entrée. « Effectivement, tu avais raison. Pour pénétrer, faut avoir le moral, » constata Pauline ébahie. « Et pourtant, il y a eu encore 3 alertes le mois dernier, à ce que m'a dit Mathieu. Donc, il y en a bien qui essayent. » « Eh bien, j'espère pas cette semaine. J'ai eu ma dose d'émotion, » pensa Pauline à voix haute. « T'inquiète pas, à l'intérieur, on ne craint rien. » C'est avec plaisir qu'Anita et Pauline déposèrent leurs bagages dans l'entrée, avant de se rendre au bord de l'eau, respirer un bon bol d'iode, comme elles avaient coutume de dire. Anita s'approcha pour toucher l'eau. Elle aspergea Pauline qui partit en courant et en riant. Elles commencèrent bientôt à s'éclabousser et à se courser comme 2 écolières. Qu'il était bon pour Anita d'entendre Pauline rire à nouveau. Elle était transformée, une jolie rougeur aux joues et des yeux pétillants. Elles s'arrêtèrent enfin. « Dommage qu'il n'y ait pas un troquet à l'horizon. Je rêve d'un bon verre sur une terrasse, » regretta Pauline. « C'est clair, mais regarde, il n'y a rien nulle part ici, » commenta Anita en scrutant l'horizon. « Tiens, si, là-bas, regarde !» répondit Pauline en désignant un monticule en béton qui sortait de l'eau à une centaine de mètres devant elle. « Ah oui, tu as raison, ce doit être l'ancienne mairie. Mais je crois pas qu'il nous serve grand-chose à cette heure-ci, il est déjà 17h45, pouffa Anita. « C'est drôle quand même, ce paysage, » murmura Pauline après un silence. « La mer est là. Brutalement, il n'y a ni sable, ni rocher, juste d'anciennes routes qui s'enfoncent en elle, des bâtiments qui émergent à marée basse et des champs inondés. Elle avance inexorablement et encore plus à chaque tempête. Elle gagne du terrain. Mais jusqu'où montera-t-elle ? Je pense qu'à ce rythme, d'ici 15 ou 20 ans, la maison aura les pieds dans l'eau.
répondit Anita. Heureusement, les bateaux se dirigent par satellite, sinon ils s'échoueraient constamment. Oui, et ils ont des balises mobiles, comme les ports. D'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a plus aucun port fixe en France. Ceux d'antan ont tous disparu. La semaine s'égrenait paisiblement au fil des promenades au bord de l'océan. Le soleil les accompagnait chaque jour, et bien couvertes, elles s'offrirent le luxe de prendre plusieurs déjeuners sur la terrasse extérieure. Le moral retrouvé, Pauline rayonnait. Un soir un peu grisé, Anita suggéra. « Et si on allait au resto? Ça fait tellement longtemps. Je crois que ça nous ferait du bien de voir du monde. » Récalcitrante, puis hésitante, Pauline se laissa convaincre, trop désireuse au fond d'elle-même de lâcher prise. Anita contempla son amie avec bonheur et organisa la soirée en fonction des endroits que Mathieu lui avait fait découvrir aux alentours. Exceptionnellement, elle userait du pass familial pour pénétrer dans une zone privilégiée, vaste espace boisé en périphérie et clos de barbelés. Une milice se portait garante de la quiétude du domaine, un fameux ghetto pour riches, dernier paradis consumériste dans un monde en perdition. Dans un premier temps culpabilisés, les deux amis s'abandonnèrent sans résistance à ce cadre où l'harmonieux se disputait avec le beau, l'extravagant. Quelle ivresse d'oublier, l'espace d'un instant, cette décadence en ordre de marche, ne plus calculer, ne plus se maîtriser. Profiter, tout simplement. Elles jetèrent leur dévolu sur un petit bar très chaleureux qui proposait des punchs aux 1000 parfums et d'excellents jus de fruits. Elles enchaînèrent les plaisirs avec un magnifique plateau de fruits de mer et des desserts voluptueux dans un restaurant intime à l'ambiance musicale feutrée. Pour finir, tandis que Pauline demandait grâce, Anita l'entraîna dans un joli cabaret où des artistes donnaient chaque nuit des représentations spontanées. Les deux amies s'esclaffèrent devant les mimiques et les scénettes rocambolesques ou caricaturales qui leur étaient jouées. Elles oublièrent presque tout le temps d'un soir. Pauline n'en revenait pas. En rentrant, elle apostropha son amie. « Oh, quelle soirée incroyable! Si j'avais pensé m'amuser comme ça! Merci, vraiment merci, Anita. C'était si bon de s'évader pendant quelques heures. Tu m'avais caché que tu connaissais des endroits pareils, et ici en plus. »« Tu es loin de tout savoir sur ma vie d'avant, » rétorqua Anita malicieuse. « Et pourtant, avec tout ce temps qu'on passe à discuter, ça m'étonne qu'on n'ait pas encore abordé tous les sujets. » Mathieu devait les rejoindre le vendredi en fin d'après-midi. Il arrivait directement en train et les deux filles partirent le chercher à la gare. Pauline voulait leur laisser l'intimité de leur retrouvaille, mais Anita insista pour qu'elle vienne aussi et ne reste pas seule à se morfondre. Sur le quai de la gare, elles furent frappées par la pâleur de son visage et ses yeux creux. Anita, inquiète, frissonna en se blottissant dans ses bras. « Ça va, mon chéri? Tu n'as pas l'air bien ?»« Oui, mon bébé, ça va, ne t'inquiète pas, j'ai juste une dure semaine. » Anita le crut à demi-mot. Elles avaient préparé un petit festin de produits locaux en son honneur, mais en prenant l'apéritif, Mathieu fut pris d'une terrible quinte de toux qui semblait ne jamais s'arrêter. Pauline et Anita échangèrent un regard alarmé, tandis qu'Anita s'agenouillait près de son fiancé en lui prenant la main. Mathieu se reprit. Il s'excusa maladroitement. « Oh, désolé, je me suis enroué. Eh, pas de panique, tout va bien. Ça ne vous arrive jamais, ce genre de choses ?» Elles hochèrent la tête sans répondre, et la soirée se déroula calmement. Dans la nuit, Pauline fut réveillée par Anita qui la secouait. « Pauline, Pauline, réveille-toi !» répondit Pauline encore ensommeillée. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle se redressa d'un bond dans son lit. « Quelqu'un est entré ?»« Non !» Anita ne put retenir un sourire, aussitôt voilé. « Non, c'est Matt. Il ne va pas bien du tout, je ne sais pas quoi faire. Tu veux venir le voir ?» Pauline se leva et suivit Anita dans sa chambre. Le pauvre Mathieu gisait dans le lit défait, transpirant à grosses gouttes, à peine conscient. Anita tentait de remettre la couette sur lui. « Non, » commanda Pauline. « Découvre-le plutôt et on va lui faire couler un bain pas trop chaud. Il est brûlant, ajouta-t-elle la main sur son front.
On va essayer de faire tomber la fièvre pour commencer. Tu crois que les palourdes d'hier soir étaient avariées? Non, je pense plutôt qu'il a attrapé un mauvais virus. Ça expliquerait sa vilaine toux. Si c'est un virus, il n'y aura pas grand-chose à faire, si ce n'est attendre que ça passe et fortifier son corps. Connais-tu un médecin par ici? Anita secoua la tête. On était toujours en pleine forme lorsqu'on est venu. Pauline alla chercher du paracétamol dans son sac. Elle revint avec son téléphone. Je vais appeler un service d'urgence, au moins pour avoir un avis. Anita l'entendit composer un numéro, expliquer la situation, décrire les symptômes. Elle aurait juré avoir vu son amie pâlir. Pauline revint vers elle un instant plus tard. Il nous conseille de l'emmener au plus vite à l'hôpital le plus proche pour réaliser des examens. Anita sursauta. Ils t'ont laissé penser que c'était grave? Pauline prit une profonde respiration. Écoute, on va devoir prendre des précautions, nous aussi. Les symptômes laissent penser qu'il a peut-être le virus grippal influenza A, ou la grippe aviaire si tu préfères. L'épidémie a gagné Paris. On y compte déjà énormément de cas, et ça se répand comme une traînée de poudre. Je dois avoir quelques masques dans mon sac. Des formations professionnelles, s'excusa Pauline en grimaçant. On va les mettre de suite et se préparer. Anita la dévisagea, interdite. Que je mette un masque pour me protéger de Matt? Tu plaisantes? Non, Anita, je ne plaisante pas. Il ne s'agit pas de te protéger de Matt, mais d'un virus extrêmement dangereux. De plus, Matt aura besoin de toi en forme, et pas dans le même état, d'accord? Elles enfilèrent chacune un masque de coton, protégeant le nez et la bouche. Elles s'habillèrent rapidement, prirent quelques effets pour Mathieu, et tentèrent de le porter. Mais avec son 1,85 m et sa bonne charpente, Mathieu n'était pas facile à soulever. Grâce à son expérience dans les services hospitaliers où il était quotidien de déplacer les malades, Pauline guida Anita, et ensemble elles parvinrent, tant bien que mal, et essoufflées et en nage, à asseoir Mathieu sur un fauteuil de la voiture. Anita avait pris une carte régionale et guida Pauline jusqu'à l'hôpital local. Elles furent accueillies fraîchement. Aucun cas n'avait encore été signalé par ici, et même si on savait que cela arriverait, le plus tard aurait été le mieux. On isola Mathieu dans une chambre stérile. Compte tenu de son état de quarantaine, en attendant les résultats des examens en cours, les deux filles n'étaient pas autorisées à rester à ses côtés. Anita s'effondra. Les retrouvailles qu'elle avait tant attendues viraient au cauchemar. En larmes, elle se confia à Pauline en sanglantant sur son épaule. « Oh, Pauline, j'avais quelque chose de si important à annoncer à Matt. Je voulais qu'il soit le premier à l'entendre. » « Eh bien, attends qu'il se réveille, Anita. Ne te laisse pas aller. C'est grave, mais il a besoin de savoir que nous nous battons à ses côtés. Son cas n'est pas désespéré. » Anita la fixa de ses beaux yeux verts et d'une voix ferme. « C'est vrai. Tu es infirmière. Ton rôle est aussi de rassurer, mais je ne suis plus une enfant. J'ai le droit de comprendre. Nous avions lu pas mal de choses sur ce virus avec Mathieu. Depuis le temps qu'on prévoit la mutation du gène, plus personne n'y croyait vraiment. Mais Matt, si, il l'a jamais perdu de vue. Comble de l'ironie, il avait insisté pour qu'on s'équipe de masques très performants. Ils sont à la maison. Il les avait pas quand il en a eu besoin. De mon côté, même si je refuse l'idée qu'il soit affecté, je sais aussi qu'avant de produire un vaccin ou un antidote, il y aura beaucoup de morts. Contre un virus, il n'y a pas d'antidote possible. Les antibiotiques sont sans effet, précisa Pauline avec douceur. Tout ce qu'il faut, c'est que son organisme soit fort et se batte contre l'ennemi. Les nourrissons, les vieillards, les affaiblis sont en danger. Effectivement, il est à parier qu'on est au-devant d'une pandémie, mais Matt, il est jeune, il est fort. T'en fais pas trop. Tu sais comme moi qu'il est asthmatique et qu'il est allergique à pas mal de choses. Il est pas si fort que ça, mon Matt, mon bébé. Anita se remit à pleurer avant de lâcher brusquement. Je suis enceinte. Pauline sursauta. Oh, mais de combien? Avec un pauvre sourire entre ses larmes, Anita annonça. Juste 5 semaines. J'ai fait un test avant de partir. J'attendais impatiemment ce week-end pour l'annoncer à Matt.
Pauline serra son amie aussi fort qu'elle le put, essuya d'un revers de main les larmes qu'elle voulait dissimuler, puis reprit Anita par les 2 bras en la secouant gentiment. « Alors, pas de blague maintenant, il faut être forte pour 2. Je suis là, je vais t'aider et Matt va s'en sortir rapidement. » Mais le destin en décida autrement. Après 3 jours passés à l'hôpital dans un semi-coma, Mathieu ne reprit pas conscience. Ses forces l'abandonnaient d'heure en heure. Les médecins tentèrent tout ce qui était en leur pouvoir, mais aucune des substances perfusées ne lui redonna suffisamment d'énergie pour enrayer la maladie. Il s'éteignit le lundi soir, seul dans sa chambre, sans avoir ouvert les yeux. Anita n'avait eu le droit de lui rendre qu'une seule visite, accompagnée de Pauline, emmitouflée dans des combinaisons intégrales et masquées. Mathieu, parti dans un profond sommeil, n'avait eu aucun mouvement malgré les litanies pathétiques d'Anita. La pandémie balaya le monde. Même si le trafic aérien s'était réduit cette dernière décennie, beaucoup d'avions décollaient encore de chaque coin de la planète, et le virus se propagea sur tous les continents de manière fulgurante, et ce, malgré les précautions prises par les gouvernements. On dénombra des millions de morts de par le monde. La promiscuité, accentuée par la montée des eaux, amplifia la contagion. En France, près de 40 millions de personnes contractèrent le virus. 2 millions décédèrent. Sur l'ensemble du continent européen, les pertes humaines s'élevèrent à plus de 12 millions. En Chine, encore 37 millions de citoyens. Le continent américain ne fut pas en reste et déplora seulement 8 millions de morts pour les États-Unis, mais près de 40 millions pour le sud du continent. L'Afrique pleura 45 millions d'êtres, 1/10 de sa population. Le nombre de malades hospitalisés ou simplement isolés à travers le monde dépassa le milliard. Faute d'infrastructures non organisées pour une telle hécatombe et de soins, beaucoup périrent. L'économie mondiale trembla pendant les mois qui suivirent, la production mondiale se contractant de 18%. Même si les télécommunications fonctionnaient à peu près, autorisant les contacts par Internet ou le téléphone, beaucoup d'entreprises, de par le monde, durent cesser leur activité, faute d'employés, décédés, malades ou respectant l'interdiction de se déplacer dans les lieux publics. Des coupures d'électricité provoquèrent d'épouvantables embouteillages dans les villes, associés à des citoyens qui privilégiaient le transport individuel pour limiter leurs risques de contamination. Des intoxications plus ou moins sévères résultèrent des interruptions dans l'acheminement d'eau potable. Une panique envahit la planète entière. La civilisation humaine vacillait. En avril, tandis que la pandémie reculait en Europe, la vie reprit timidement son cours en pansant ses plaies. Petit à petit, l'activité frémissait, mais les conditions de vie s'endurcissaient. La mécanisation, la robotisation du dernier siècle reculaient par la pression graduelle du coût de l'énergie. La société assistait impuissante au retour de la pénibilité au travail, tandis que la baisse de la productivité affectait lourdement les salaires. Le pétrole, à la fois rare et cher, évoluait en produit grand luxe, distribué et rationné par le gouvernement. Des campagnes nationales incitant à la modération distillaient sur les écrans qu'1 litre du précieux or noir équivalait à 2 semaines de travail, d'efforts humains. La vie sans pétrole s'annonçait ingrate et physique. Il restait 5 millions d'années à attendre avant d'imaginer reformer les mêmes réserves. Les sources d'énergie renouvelable comme le soleil existaient, mais à quel prix ? Le développement des énergies alternatives n'avait pas été suffisamment rapide. L'effondrement économique lié aux catastrophes à répétition et la baisse des rendements agricoles en avaient plombé l'essor. Le message depuis toujours favorisait l'idée de consommer différemment, mais pas moins. Il fallait donc arriver à produire autant autrement. C'était insoluble. Si la société avait su se rationner plus tôt, la crise n'aurait pas été si pénible et la transition énergétique possible. Se raréfiant, la distribution des ressources, telles que les minerais, les énergies fossiles, l'eau, la production agricole, se concentrait désormais entre les mains de quelques puissances
avec pour conséquence l'exaspération des populations. Sur tous les continents, les productions de biens de consommation s'essoufflaient. Le simple fait de devoir réparer des matériels existants de haute technologie tournait au casse-tête. Alors, on réorganisait son quotidien au fur et à mesure des pannes. On réapprenait à conserver, entretenir, ménager. Le mot « déchet » désertait le quotidien des familles. Le ventre d'Anita s'arrondissait. Cette présence qu'elle sentait en elle l'aidait à surmonter l'absence de Mathieu. Contrairement à Pauline, elle préféra rester chez elle, refusant l'invitation de Pauline et de son père de joindre sa solitude à la leur. Toutefois, elle se rendait visite quotidiennement. Pauline, bien que n'étant pas sage-femme, s'assurait de la bonne évolution de la grossesse de son amie. Les gestations n'étaient plus très bien suivies. Les échographies si banales quelques années plus tôt ne se faisaient maintenant que très occasionnellement. Anita se contentait donc de consulter un obstétricien de l'hôpital où travaillait Pauline. Elle appréhendait de plus en plus l'accouchement. Elle savait que les péridurales n'étaient posées qu'à titre exceptionnel, alors elle suivait avec assiduité les cours d'enfantement. En octobre 2029, elle mit au monde assez facilement un beau bébé de 3,1 kg qu'elle prénomma Thomas. Elle offrit à Pauline d'être la marraine de son fils et de l'aider à l'élever. Pauline, très émue, accepta. Elle s'installa quelques mois chez Anita pour la seconder dans sa nouvelle mission de maman. Elle semblait préservée, alors que partout le chaos s'installait. L'Afrique se déchirait dans les pires guerres que le continent n'eût jamais connues. Le manque d'eau et de vivres enhardissait les populations affamées qui envahissaient villes, territoires étrangers, bateaux de fortune. Tout était préférable au rester sur place, à souffrir de la soif ou de la faim. Le conflit engagé depuis 2015 entre le Canada et la Russie pour se disputer les ressources et le passage de l'Arctique, dû à la fonte de la banquise, s'enlisait, et le monde craignait l'usage de l'arme ultime. La liquéfaction des derniers glaciers terrestres connus en Himalaya avait précipité les populations du Tibet, du Népal et des contrées voisines dans une profonde détresse, un total dénuement. Les habitants mouraient de la soif, de la faim, des maladies. Là-bas, comme ailleurs, on pouvait assister à des scènes de violence, guidées par l'affliction. Partout, la forte densité des populations en rapport avec les ressources disponibles engendrait des déferlements d'agressivité. À chaque nouvelle tempête, des vagues repoussaient les hommes toujours plus loin, les retranchant dans une contiguïté extrême. Des maladies nouvelles ou appartenant au passé se réveillaient et emportaient avec elles leur lot de victimes. Au milieu de tout cela, Pauline, son père, Anita et le petit Thomas organisaient leur survie. Leur environnement avait bien changé en quelques années. Leur campagne n'existait plus vraiment. Les agriculteurs avaient dû réduire leurs parcelles de production suite aux réquisitions gouvernementales qui cherchaient à endiguer le marché noir et éviter l'implosion de la société. De plus, privés des pesticides devenus hors de prix suite aux flambées pétrolières, les rendements plafonnaient à de faibles niveaux, insuffisants pour subvenir aux besoins des populations. Les particuliers, propriétaires de lopins de terre supérieurs à 2000 m², avaient été tenus de procéder à une division de leurs biens en 2, voire en 3, sans aucun dédommagement. Et c'est ainsi que des baraquements de fortune voyaient le jour un peu partout à l'horizon. À chaque épisode de vent violent, ces constructions de fortune s'ébranlaient, générant chez leurs habitants un élan de convoitise des bâtisses durs, sécurisés avec tout le confort. Alors la détresse se traduisait par des scènes d'agression et de pillage vis-à-vis de ceux qui jouissaient d'un désormais privilège, celui de posséder un bien décent. La loi du plus fort devenait la règle. L'échelle sociale, les castes ou toute autre forme de hiérarchie structurée tendait à disparaître pour céder à l'anarchie la plus injuste et malsaine qui soit. Pierre et Pauline retrouvaient régulièrement des vitres de leur maison brisées. Leur vieux chien disparut mystérieusement. Ils vivaient des fruits et légumes du jardin quand on ne leur volait pas avant la cueillette.
En conséquence, ils les ramassaient avant maturité et les laissaient mûrir derrière une vitre exposée. Ils favorisaient les ronces et l'aubépine autour de leurs propriétés pour créer un cordon de végétation protecteur. Mais ils dormaient l'un et l'autre de moins en moins bien, angoissés d'être en visée d'individus envieux. Eux qui s'étaient battus pour protéger l'environnement, qui avaient voulu se prémunir de la catastrophe annoncée, qui avaient payé un lourd tribut à la folie humaine, se retrouvaient maintenant victimes et la cible des démunis.